Bonjour, chers internautes, et bonsoir. Je reviens aujourd'hui vers vous. Je suis un écrivain musulman. Je reviens avec la casquette d'écrivain musulman. Pour ceux qui me connaissent, je suis un, un actif de la pensée musulmane dans dans la Caraïbe. J'ai quand même à mon actif beaucoup d'activités depuis 1979-80 à ce jour. Donc, j'ai une tâche bien précise que je vais vous expliquer et j'essaierai de montrer que ma contribution sur le plan musulman est de créer les passerelles qu'il faut pour réunir les éléments qui nous permettent de nous mettre en harmonie et en tolérance avec le monde entier. Et j'ai, comment dirais-je, dans mon objectif de répondre de manière efficiente à l'accréditation qui m'a été donnée par le centre Adi Touré, par le cheikh Touré, qui m'a donné une accréditation, c'est-à-dire on dit une taskria pour m'exprimer aux Caraïbes dans le domaine de la pensée musulmane. Donc nous sommes toujours en rapport avec, comment dirais-je, la pensée musulmane. Et je vais essayer d'éclairer les internautes sur mon travail parce que depuis 1979-80, j'ai à mon actif une, une comment dirais-je, une série de travaux pour aboutir à des objectifs qui vont dans le sens de l'intérêt de la communauté musulmane et aussi nous disons que l'islam n'est pas en contradiction avec l'intérêt d'aucun peuple et d'aucune nation. Ce qui, dans le contexte, comment dirais-je, statutaire de nos îles, correspond aussi à une nécessité de contribuer à, euh, à rejoindre des objectifs de justice qui concernent la plus grande majorité. J'ai écrit ce livre que je vous ai montré. Je vais vous donner, dans la continuité de ce que j'ai déjà fait, des informations pour comprendre le rapport de l'islam aux Antilles-Guyane. Je rappelle que avant le décès de Chérif Ndiaye, qui était ambassadeur des affaires musulmanes avant et après l'indépendance du Sénégal, qui a étudié dans l'université d'Algérie pendant la colonisation française avec Cheikh Touré, qui était boursier au moment où les oulémas algériens et les écoles qu'on appelle les zaouïas, les madrasas, s'organisaient pour préparer un processus de libération. Donc, on peut dire que je me réclame en ce qui concerne mes propos du savoir, de l'enseignement que j'ai reçu du Cheikh Touré et du Cheikh Touré que j'ai montré et de Chérif Ndiaye qui est Chérif Ndiaye, là c'est Cheikh Touré, de Chérif Ndiaye
aussi du Sénégal, qui sont des éminentes personnalités. Donc aujourd'hui, je voudrais que les auditeurs qui soient musulmans et en particulier des musulmans de, des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie, Kanaki, puissent être intelligibles à mes travaux, parce que mes travaux recoupent les intérêts globaux des musulmans et de nos sociétés, puisque je dis que l'islam n'est pas en contradiction avec les intérêts d'aucun peuple. Je rappelle que j'ai été délégué de la Fédération nationale des musulmans de France et je reste en contact avec un certain nombre de musulmans. Et pour me consacrer à une tâche plus locale, parce que je suis impliqué dans un discours idéologique aussi et comment dirais-je, de conscientisation populaire, j'ai choisi d'être un peu à l'écart de la fédération depuis plus de 10 ans. Et donc là, j'ai des rapports qui sont remontés au niveau de la délégation de la Fédération nationale des musulmans de France et j'ai travaillé avec celui qui est président actuel de grandes institutions arabes, culturelles arabes en France, pour ne pas le nommer. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous présenter des éléments d'un rapport qui date de ces années-là, mais qui est toujours actuel, sur la réalité historique et contemporaine de la religion musulmane aux Antilles Guyane. Et aussi, je vais vous donner quelques éléments sur les idées fondamentales qui animent mon action depuis 1979-80, puisque j'ai été l'un des auteurs de mise en place de structures pour la création d'une mosquée et les relations avec des personnalités qui sont normalement à l'époque, qui étaient normalement à l'époque chargées de financement pour les infrastructures des minorités musulmanes dans le monde. Je veux parler du cheikh El Moujahid que j'ai rencontré à Paris et avec lui et mes collaborateurs martiniquais, guadeloupéens, guyanais, africains et étudiants arabes, nous avons élaboré un projet pour le financement, la création d'une mosquée et d'un centre culturel qui ont été récupérés en Martinique par des personnes commerçantes qui sont venues en Martinique depuis 1930, après que les Italiens aient été chassés à cause du nazisme de mussolinien et qui, en fait, sont restés à l'écart de la population noire parce qu'ils avaient des relations avec les autorités françaises qui leur avaient demandé de ne pas se rapprocher de la population noire martiniquaise qui était dans une situation de joug et de tutelle. Et par conséquent, il y avait des injonctions pour ces musulmans venus à l'époque chassés de Palestine, chassés venus du Liban et du Levant, pour qu'ils ne diffusent pas la religion musulmane. Donc de 1930 à 1979, il n'y a aucune présence de l'islam en Martinique, sauf que en 1974-75, il y a eu un personnage controversé qui a été à l'origine de
la première communauté musulmane, la première association musulmane en Martinique et la première communauté. Je dis ce personnage, il a été à l'origine de la première communauté musulmane et lorsque nous sommes intervenus à partir, je veux dire moi-même et mes collaborateurs, nous sommes intervenus à partir de la France, nous avons créé des structures et nous avons finalement découvert que cet imam, ce personnage était venu avec des titres falsifiés parce que nous avons écrit à la République de Gambie à l'époque, hein, voilà la lettre en anglais, et on nous a dit qu'il était venu avec un faux diplôme, puisque à l'époque en Gambie, il n'y avait aucune université officielle ou non officielle pour délivrer des diplômes. Et ça, c'est signé, voyez, c'est une lettre qui m'a été envoyée. Ministry of Education Gambie, hein, que nous avons écrit, et nous avons fait une expertise du diplôme de ce monsieur qui vient qui a créé la première communauté, et cette expertise qui est signée par un huissier nous disait que en fait voilà, c'était véritablement faux. Et à l'époque, nous avons une lettre à l'époque de 1982, puisque au départ, la mosquée de Paris avait délivré un titre d'imam délégué de la mosquée de Paris à ce monsieur, ce marabout. Et donc, lorsque nous avons fait des enquêtes et découvert la fausseté du diplôme, nous avons écrit à la mosquée de Paris, vous voyez, à cette date qui est le 20 octobre 1982, et la lettre de la mosquée de Paris nous dit que, en réalité, le diplôme de ce monsieur qu'ils ont donné le titre d'imam délégué, qui nous a tous fourvoyés par la suite, y compris le recteur de la mosquée de Paris, eh bien, ce diplôme était un faux. Donc, il n'avait pas présenté son diplôme. Et en fait, lorsque nous avons découvert ce diplôme en Martinique, nous avons trouvé des bizarreries, nous avons fait une enquête, nous avons écrit en Gambie pour l'université, ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas d'université et de prier ce monsieur de ne pas se réclamer en Martinique comme un produit de l'université de Gambie. Et je rappelle que cette lettre en anglais avait été traduite par le professeur Amidola, parce que je rappelle que le professeur Amidola est aussi un de mes enseignants en France et il a été témoin de mon mariage musulman. Alors, j'avais de très bons rapports avec le professeur Amidola, qui est un excellent traducteur du Coran et un grand savant musulman qui, en fait, a traduit ce courrier d'anglais en français et qui nous avait dit de poursuivre ce monsieur devant le tribunal, mais pour des raisons spécifiques, nous ne l'avons pas fait parce que nous ne voulions pas traduire un Africain devant les tribunaux français. Et donc, voilà un peu des éléments que je vous donne, mais en ma qualité d'un des premiers musulmans, premier écrivain musulman martiniquais antillo-guyanais, j'ai écrit ce livre pour essayer de restituer les fondements concernant la véridicité de l'implantation de l'islam en Martinique, aux Antilles-Guyane, parce qu'effectivement, nous avons constaté que le système avait mandaté un professeur, un chercheur du CNRS à patenter pour essayer de transformer l'histoire de l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, comme ils avaient fait pour transformer notre histoire, pour nous dire que nos ancêtres étaient des Gaulois,
pour nous dire que l'Amérique avait été découverte par Christophe Colomb alors qu'elle avait été découverte par un musulman africain, Aboubakar II, pour en fait nous faire comprendre que en fait que c'est Schellcher qui nous avait comment dirais-je, libéré de l'esclavage. Alors il s'agit tout ça de montage puisque le vainqueur écrit l'histoire. Nous avons écrit ce livre pour restituer des vérités et ce livre a empêché aux autorités qui avaient financé, comment dirais-je, un chercheur du CNRS pour détourner l'histoire de l'islam aux Antilles. Cela n'a pas plu aux autorités et à ce fait, j'ai été victime de répression. Une répression qui m'a fait écrire au syndicat de la magistrature, à la Ligue européenne des droits de l'homme, document que j'ai envoyé dans le monde entier aux instances étatiques et aussi aux instances musulmanes, puisque j'ai été victime de 37 ans de tracasserie administrative parce que je suis un militant musulman. Moi, Barik Serge alias Mahmoud Barka, écrivain musulman, et le titre de ce mémorandum, c'était Stop à 37 ans de tracasserie administrative me concernant. Donc, je rappelle que j'avais été victime d'une perquisition dont je vais donner quelques éléments pour que les lecteurs puissent situer dans quel contexte que nous travaillons en Martinique. Donc, je rappelle que alors que je suis un penseur indépendant, un penseur tolérant, un penseur musulman et aussi qui travaille pour ma patrie l'Afrique et ma patrie aux Amériques. J'ai été victime d'une perquisition. C'était, vous voyez, vous avez là dans le mémorandum le libellé de cette perquisition de l'ancien préfet, M. Rigoulet-Rose. Alors, je rappelle que les griefs, voilà, parmi les griefs, il dit, considérant que M. Abou Abdallah Mahmoud Dibarka, alias Makandal, est l'auteur d'un livre, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique à Martinique, traitant des difficultés imposées à l'islam aux Antilles et des vraies valeurs de l'islam. Là, il n'y a rien de choquant. Et là, le préfet ajoute, considérant que la promotion de cet ouvrage a été faite sur un blog comportant des articles virulents qui appellent à la révolte du peuple martiniquais, donc ça c'est un prétexte, puisque je donne un exemple, quand vous avez une dictature, comme une dictature du goulag, ou une dictature totalitaire, quand on veut, comment dirais-je, créer des tracasseries à un penseur, à un écrivain, à un artiste, on envoie un comité, un responsable de la milice, lui faire injonction et même l'intimider ou l'arrêter ou même le tuer. Et donc, sous des prétextes fallacieux. Alors, voilà ce que dit cet ancien préfet, nous, Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de la Martinique, en date du 13 juin, à cause de mes travaux, considérant que la promotion de cet ouvrage a été faite sur un blog comportant également des articles virulents qui appellent à la révolte du peuple martiniquais, ce qui est tout à fait faux. Ce qui est tout à fait faux, parce que je ne me présente pas devant les masses, je ne tiens pas un langage violent, mais c'est un prétexte comme un commissaire politique de la Cheka ou de la Cagoule qui vient vers quelqu'un qu'il a besoin d'incriminer parce qu'il a été commandé par des personnes de faire ce travail. Donc, il dit que j'appelle à la révolte du peuple martiniquais de concert avec les peuples musulmans. Donc, je rappelle que je suis le fondateur d'une association qui s'appelle le Lien Islamique et effectivement, je tiens à créer des liens de tolérance, d'amitié, de solidarité et de paix
et de convergence entre les peuples musulmans, qu'ils soient africains, asiatiques, arabes, européens, français, dans le monde entier, avec les peuples de la Caraïbe, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Donc ça ne plaît pas véritablement à l'autorité ce préfet qui m'a fait ces injonctions dans cette perquisition. Alors il dit, j'appelle à la révolte du peuple martiniquais ce qu'il faut. Je l'ai prouvé dans ce rapport envoyé au monde entier et à la Ligue européenne des droits de l'homme et au Conseil de la magistrature supérieure, de concert avec les peuples musulmans du camp de la résistance mondiale anti-impérialiste et anti-sioniste. Donc voilà ce que dit le préfet. Donc vous voyez que je suis loin de ces choses. Je suis comment dirais-je, un sage penseur musulman indépendant et que par conséquent, j'ai été obligé de faire ce mémoire pour la Ligue européenne des droits de l'homme, l'attention du syndicat de la magistrature et il y a des responsables d'organisation qui ont compris que c'est un précédent. Si nous n'agissons pas, ils peuvent arrêter n'importe qui soit socialiste, qui soit libre-penseur, qui soit quel qu'il soit. Et c'est un précédent dans le cadre des excès de la loi d'urgence à cause des menées des étrangers terroristes qui ont été implantés en France, qui ont été aussi financés, parce que je rappelle que le gouvernement de monsieur François Hollande et de François Mitterrand, ils ont financé des terroristes qui ont encouragé des Français blancs à partir là-bas en Syrie, parce que l'exemple vient d'en haut. Quand un gouvernement prend les impôts de son pays, de son peuple, pour financer des organisations illicites, terroristes, bien évidemment, c'est un mauvais exemple qui encourage les nationaux français blancs à partir dans des activités comme ils ont fait en Syrie, en Turquie. Mais nous sommes loin de tout cela parce que nous ne sommes pas dans ces dimensions, nous sommes simplement là pour faire un travail d'information. Donc, j'ai donné des éléments pour me connaître et je rappelle que dans le cadre de la fédération, j'ai participé à l'UNESCO, comme vous voyez là, à l'UNESCO, à la conférence des minorités musulmanes. Vous me voyez là sur comment dirais-je, le podium de l'UNESCO. Et je travaille avec tous les musulmans, quels qu'ils soient des musulmans blancs, européens, des musulmans arabes. Et là, donc c'est pour vous donner un peu mon itinéraire pour me connaître. Et donc, dans ce travail-là que j'ai effectué, je me propose aujourd'hui de vous parler un petit peu de l'historique dans la période pré- et post-colombienne et quelque peu de la réalité contemporaine de l'islam en Martinique, des musulmans en Martinique, de la religion de l'islam aux Antilles-Guyane de 1948 à, là je notais 1997, donc là on peut dire jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà un petit peu pour l'historique, une période précolombienne. Nous lisons que dans mon rapport, dans l'encyclopédie d'Ibn Fadla al-Umari, intitulé Masalik el-Absar, le volume 4, traduit par Dermonim, Paris 1937, page 59, 74, 75, nous avons des renseignements sur la présence précolombienne des musulmans africains en Amérique. Présence précolombienne des musulmans africains en Martinique. Donc cela veut dire, quand on dit précolombienne, c'est avant l'arrivée des Européens, avant l'arrivée de Christophe Colomb, qui a été envoyé vers 1494 par la reine de Castille en Espagne, et bien avant, dans la période précolombienne, il y avait déjà une présence de musulmans africains en Amérique, et on se rappelle. Et là, nous voyons que ces relations entre les Africains musulmans
et les populations amérindiennes à l'époque précolombienne n'a pas été conflictuelle parce qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'esclavage, il n'y a eu que des échanges et aussi il y a une fusion parce qu'il y a des peuples, des Taïnos et tout ça, qui sont un mélange d'Africains, d'autres peuples, hein, Arawakari, qui sont un mélange d'Africains et d'Amérindiens, donc un brassage, et il y a des vestiges, etc., etc. En effet, en 1324, Mansa Moussa, gouverneur du Mali, donne un récit du départ de l'empereur Abouba, qu'on appelle Aboubakari II, vers 1312 pour une expédition scientifique de découverte au Brésil, en Amérique du Sud. Vous avez un historien arabe qui s'appelle Al-Oumari qui aurait consigné cette narration, son témoignage devant le gouverneur du Caire en Égypte. Donc, c'était la période précolombienne. Parlons maintenant brièvement de la période postcolombienne. Alors, dans mon rapport, je fais état qu'il faut noter dans l'histoire une présence africaine musulmane post-colombienne, c'est-à-dire après Christophe Colomb, aux Amériques et aux Caraïbes par la déportation et l'esclavage. Cela veut dire que des Africains musulmans ont été déportés dans des régions du Brésil, dans toutes les régions. Aux Amériques, vous voyez aujourd'hui la présence de 60 millions d'Africains américains. Dans toutes les Caraïbes, au Brésil, dans les Antilles d'expression française, anglaise, il y a eu des musulmans. Et lorsque des chefs religieux du Dahomey, du Ghana, du Ghana et d'autres demandent pardon, ils ont demandé pardon, vous pouvez vérifier sur Internet, ils ont demandé pardon par rapport à leur contribution à l'esclavage transatlantique. Et vous pouvez vérifier ça sur Internet. Des chefs religieux, comment dirais-je, animistes, vaudouisants, avaient-ils pris des Africains musulmans en esclavage, puisqu'il y avait des guerres en Afrique entre les Africains musulmans et les Africains vaudouisants pour justement interdire les égorgements, la pratique du Kénessi, c'est-à-dire une entité qui demande du sang, des égorgements d'enfants, de femmes. Il y avait une guerre entre les premiers musulmans en Afrique, et quand il y a une guerre, il y a des prisonniers des deux côtés. Et donc, il y a eu des prisonniers africains musulmans qui ont été exportés aux Amériques. Donc, la recherche se pose sur le fait que ces musulmans africains déportés l'ont été, premièrement, par les esclavagistes qui sont des Ashkénazes yiddishophones, des Européens d'origine hollandaise et franco-européens, mais aussi par des chefs religieux vaudous qui avaient pris des prisonniers musulmans qu'ils ont vendus aussi aux colons, aux juifs. Donc, il faudra éclairer cette histoire parce que cela se présente sous un jour nouveau. Parce que lorsque des esclaves musulmans étaient déportés vers les Antilles françaises, on ne voulait pas d'eux parce que c'était des rebelles, c'est-à-dire ils n'acceptaient pas de se soumettre et de se plier sous le joug de l'habitation. Donc les marchands, ceux qui tiraient les ficelles, les renvoyaient vers Guyana, les renvoyaient vers le Suriname, renvoyaient vers Trinidad, renvoyaient vers le Brésil, renvoyaient vers l'Amérique. Mais il ne demeure pas moins qu'il y a des esclaves musulmans qu'on a forcé de se reconvertir, qu'on a contraint de se convertir à la religion catholique, apostolique et romaine, d'autant que vous avez des noms des personnes aux Antilles qui relèvent du nom des Africains musulmans. Je parle dans les Antilles d'expression française, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc, cette présence post-colombienne des Africains musulmans est une réalité. Et nous avons énormément de renseignements sur ces musulmans dans les ouvrages tels que The Soul of the World,
The Soul of the Road, c'est un ouvrage de Andy Thomas, qui est une personnalité, un écrivain musulman trinidadien. Nous avons traduit cet ouvrage, The Soul of the Road, qui s'appelle L'Islam, l'âme de l'humanité. L'Islam, l'âme de l'humanité, dont je me suis inspiré de ce concept pour écrire L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique. Donc, nous avons beaucoup de renseignements dans The Soul of the World, c'est-à-dire l'islam, l'âme de l'humanité, qui est de l'auteur trinidadien Andy Thomas, qui s'appelle, comment dirais-je, Bilal Omoral. Ce livre a été fait traduit par nous aux éditions de Lyon. Alors, nous avons aussi, pour la période post-colombienne, le livre de Alain Austin, des musulmans africains dans l'Amérique d'avant-guerre, qui parle de ces musulmans post-colombiens, c'est-à-dire après Christophe Colomb, qui vont venir avec l'esclavage. On nous dit, bon, je cite dans mon rapport, ces esclaves musulmans faisaient partie des populations appartenant à des ethnies africaines, des Mandingues qu'on trouve au Mali, dans le Mandé, des Fulani, des Ouida, des Hausa, des Yoruba, des Assanti, des Karomanti et des Wolof que l'on trouve au Sénégal, etc., etc. Donc, toutes ces informations-là que j'ai données sont confirmées dans les archives du gouvernement britannique sous la plume du magistrat Robert Marden, qui était chargé à l'époque d'un plan, je cite, d'un plan d'apprentissage pour les esclaves en Jamaïque en 1833, c'est-à-dire dans une île de Trinidad, la Jamaïque. Toujours dans l'historique, on revient d'après l'encyclopédie d'Ibn Fadala, comme j'ai dit, Al-Umari, intitulé Masalik al-Absar, volume 4, traduit par Démonym, Paris 1937. Attendez, non, attendez. Oh, c'est le même texte. Donc, nous sommes dans la période post-colombienne. Post-colombienne, donc il y avait, je m'excuse, il y avait des Africains. Pour la découverte de l'Amérique avant Christophe Colomb, Aboubacar II, il y a eu des brassages, il y a des vestiges, on peut faire des recherches, donc c'est le travail d'une fondation, d'un institut. À l'époque post-colombienne, il y a eu effectivement des musulmans qui ont contribué, c'est très important, à la résistance pour la liberté avec les marrons. Bon, maintenant, je vais parler brièvement, puisque c'est l'introduction de cette émission qui va s'appeler L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, de même que mon ouvrage, pour que vous voyez qu'il n'y a rien de méchant dans cet ouvrage, puisqu'il s'agit de l'histoire et de la culture. Cette émission va s'intituler L'âme de l'islam au cœur des Antilles, comme le titre de mon livre. Et donc, je vais parler de la réalité contemporaine de l'islam aux Antilles-Guyane. J'avais noté là à l'époque, nous sommes en 2008, j'avais noté 2018, j'avais noté à l'époque de ce rapport réalité contemporaine de l'islam aux Antilles-Guyane, 1948-1997. Le premier thème, l'islam et la communauté libano-syrienne. Donc, vous voyez, comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme en Centrafrique, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des communautés libano-syriennes. Comme c'est le cas pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, dans toutes les régions insulaires, il y a des communautés de libano-syriens. Mais nous allons voir l'historique de la présence de ces libano-syriens aux Antilles-Guyane. Alors, nous parlons dans ce chapitre Réalité contemporaine de l'islam aux Antilles-Guyane, 1948-1997. L'islam et la communauté libano-syrienne. Alors, à l'époque, je disais qu'il y a une cinquantaine d'années, bon, on peut dire qu'il y a belle lurette, plus de cinquantaine d'années, une communauté libano-syrienne essentiellement commerçante, c'était des gens qui faisaient du commerce, ce n'étaient pas des gens qui s'occupaient de la propagation de l'islam.
Cette communauté de commerçants syro-libanais s'est installée dans cette région. Jusqu'en 1979, la communauté syro-libanaise délaissa la religion musulmane pour développer le commerce. Et à l'époque, je disais que, daté de ce rapport, il y avait 31 ans de retard. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'années de retard. Un temps précieux, disons-nous, qui aurait pu être profitable pour développer l'islam comme à l'instar de la communauté musulmane en France. Je rappelle que les premiers musulmans, ils ont aidé la France à lutter contre le nazisme, ensuite à reconstruire la France, ensuite ils ont travaillé pour leur religion et aujourd'hui il y a 6 à 7 millions de musulmans en France et la France c'est un pays où la communauté musulmane est largement représentée, de même que toute l'Europe, il y a des musulmans. Mais ce travail-là n'a pas été fait comme l'ont fait les musulmans arabes, africains, mauriciens, pakistanais, indiens, les musulmans venant du Levant, de l'Asie, etc., comme ils ont fait en France pour développer une communauté musulmane. Cela n'a pas été fait en Martinique. Pour mieux s'intégrer aux Antilles, parce qu'ils ont voulu s'intégrer dans la société coloniale, une société de tabou. Une société, je rappelle, où lorsqu'ils sont arrivés, on leur a dit de ne pas se mélanger avec les Noirs. Ils avaient la contrainte de ne pas avoir des lieux de culte, de ne pas propager la religion musulmane pour laisser, comment dirais-je, faire le travail de l'assimilation et de l'acculturation coloniale. Hein, voilà la réalité. Alors, ces musulmans venus du Liban et de Syrie, ils avaient une épée de Damoclès, hein. Il s'agissait pour eux de s'intégrer aux Antilles et plus précisément en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, où nous avions la dominante des religions chrétiennes qui était positionnée du côté du pouvoir dominant. Et donc, certains membres de cette communauté iront jusqu'à donner à leurs enfants des prénoms chrétiens. Donc, l'assimilation française a été tellement forte, tellement qu'elle représentait une épée de Damoclès pour la situation sociale des musulmans libanais et syriens à leur arrivée aux Antilles. Donc, pour se fondre dans la masse, ils ont fait ce qu'on appelle la taqiya, la dissimulation. Bon, maintenant, on n'a pas à juger. Moi, je vais pas, à mon avis, je donne pas mon avis, mais je n'aurais pas dissimulé mon nom musulman en nom chrétien. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, donc ils sont allés jusqu'à donner des prénoms chrétiens à leurs enfants et à eux-mêmes. Après 1979, donc nous évoluons, sachant qu'une association fondée par nous, parce que cette association, elle précède une autre association créée par le marabout fondateur qui est venu aux Antilles. Donc, il y a eu une autre association qui a résolu un certain nombre de difficultés, de problèmes que je parle dans mon livre. Cette association sera fondée par nous, par des musulmans caribéens, des étudiants arabes, des étudiants africains et des frères antillais en France. Donc, après 1979, sachant qu'une association dénommée le Lien islamique universel, fondée par moi-même, antillais musulmans, lié à un collectif de musulmans étudiants arabes, africains et français, avait conçu un projet culturel et cultuel, ce projet ayant fait l'objet d'une demande de financement. Donc, nous avions demandé, par le biais de Cheikh Moujahid, qui est un représentant de la Banque islamique pour le financement des minorités islamiques, nous avions fait un projet pour la construction d'une mosquée, d'un cimetière, d'un institut musulman, d'une bibliothèque, d'une école coranique et d'un terrain de développement. Eh bien, cette communauté libano-syrienne va faire de la démagogie parce que je rappelle qu'ils sont arrivés en 1930, ils n'ont pas propagé la religion musulmane est inconnue et hop, à partir de 1979, lorsque il y aura
le Malien qui viendra créer une communauté, ils vont sortir du bois. Et en 79, lorsque nous allons créer une association qui va être en relation avec la Banque islamique et le cheikh Moujahid, qui est un Égyptien, pour la construction d'une mosquée, de cimetière, d'un institut musulman, d'une bibliothèque, d'une école coranique et d'un tiers développement, cette communauté libano-syrienne va sortir du bois et va se réclamer en tant qu'ethnicité arabe, avoir préséance et autorité pour contrôler ce qui se fait de l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, elle interviendra, cette communauté, et c'est ce qui a créé un litige avec nous, et nous avons créé nos institutions indépendantes. Nous sommes séparés des préoccupations de ceux qui ont construit, récupéré la mosquée sur une base de division et de concurrence qui ne plaît pas à Allah, puisqu'il y a des versets du Coran qui dit que ceux qui ont construit et ceux qui ont récupéré une mosquée sur une base de concurrence et de division ne jamais prier dans cette mosquée. Bref, nous nous sommes séparés à cause de cette récupération. Donc, cette communauté libano-syrienne va intervenir pour court-circuiter le projet en créant en Martinique une nouvelle association, une autre, que le lien islamique qui avait été historiquement pionnière de la création du projet, ils vont créer pour se séparer de nous une association qu'ils vont appeler le Centre culturel islamique de Fort-de-France pour récupérer le financement qui était dévolu par la Banque islamique à cette mosquée. Et je rappelle qu'il y a eu des tranches de financement, peut-être une ou deux, mais Chérif Ndiaye, notre formateur qui travaillait au conseil d'administration à Paris des autorités islamiques, il a écrit à la Banque islamique et il a écrit à la Mecque pour dire qu'il y avait un détournement, donc le financement a été arrêté. Parce qu'il a parlé de l'entrisme des marabouts et l'entrisme de récupération des commerçants qui se sont donné préséance de par leur ethnie arabe pour contrôler et diriger tout ce qui concerne l'islam en Martinique, ce que nous ne sommes pas du même avis. Alors, en troisième point, dans ce rapport que je fais état, je parle des causes de la déstabilisation de l'islam en Martinique. C'est très important. Ça fait polémique, mais je crois qu'il est important de dire la vérité, puisque il y a des nouveaux musulmans qui ne peuvent accepter d'être trompés, d'être fourvoyés par la dissimulation, l'occultation. Ils veulent connaître l'historique de l'implantation, de la genèse de la religion qu'ils appartiennent, parce que ce sont des gens sincères qui veulent, comment dirais-je, tirer des conséquences de la réalité pour mieux avancer dans leur projet libre et indépendant en tant que musulman. Alors, le troisième point dans mon rapport que toutes les autorités musulmanes ont eu, hein, il faut se le rappeler, parce que c'est un rapport officiel que j'ai présenté en tant que délégué régional, ancien délégué régional de la Fédération nationale des musulmans de France. Je me suis séparé de cette délégation pour pouvoir faire un travail plus par rapport à la science politique dans la direction des opprimés de mon peuple pour des questions patriotiques. Mais je continue, j'ai toujours continué à autant que faire se peut, parce que vous pouvez consulter le blog Centre Afro-Islam, Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Vous allez voir mes travaux qui datent, hein, ce sont des travaux qui sont très importants. Vous tapez sur Google Centre Afro, Centre Islam Caraïbe, Centre Islam Caraïbe, hein, Centre Islam Afro-Caraïbe, et vous pouvez taper Centre islamologique africain-caribéen, vous nous verrez. Bon. Donc, nous n'avons jamais abandonné. Au contraire, nous avons approfondi la pensée musulmane pour justement créer des liens de compatibilité avec la lutte, les espérances des opprimés
caribéens, des peuples opprimés caribéens. Donc ça a été quand même une expérience enrichissante. Plutôt de tomber dans des polémiques, dans des discussions de division, nous nous sommes retirés pour faire un travail plus approfondi et nous avons écrit 2 ouvrages, beaucoup de rapports, beaucoup d'articles que j'aurai l'occasion de vous donner. Alors, les causes de la déstabilisation de l'islam en Martinique pour contrecarrer le projet des musulmans qui vient de France, parce que je rappelle que nous avons travaillé avec des étudiants africains, des étudiants arabes, tunisiens, marocains, algériens, avec des musulmans martiniquais et guadeloupéens à partir de la France pour un projet pour la Martinique, la Guadeloupe et aussi la Guyane. Donc, c'est à partir de la France, et puis nous avons fait des navettes, fréquenté, fait un travail des assemblées, etc. sur place. Pour contrecarrer le projet des musulmans fait de France lié à certains musulmans antillais, cette communauté syro-libanaise a usurpé et fait valoir auprès de la Mecque qu'ils se sont implantés en Martinique depuis avant notre conversion, c'est-à-dire depuis 1948, et que le budget concernant le financement de la mosquée, de centre culturel, tout ce que j'ai dit, leur revenait de droit, en argument qu'il serait soi-disant 600 personnes, alors que nous étions des groupes. Ils étaient 600 personnes, parmi lesquelles, indistinctement, il y avait des chrétiens, des musulmans d'origine, mais qui ne pratiquaient pas. Pour dire aux autorités de la Mecque qu'ils étaient 600 personnes et garantes du développement de la religion musulmane. Donc, ça va faire plus de 30 ans qui ne sont pas garants de la religion musulmane, parce que bien que le projet a été détourné, l'argent est détourné, mais jusqu'à maintenant, la mosquée n'est pas encore terminée. Et le culte musulman, plus de 30 ans. Donc, c'est la raison d'État qui veut que l'islam ne se développe pas en Martinique à travers une grande mosquée comme une cathédrale, parce que c'est la création, l'ouverture et le fonctionnement de cette grande mosquée attirait les musulmans de France, les musulmans d'Amérique du Sud, les musulmans des États-Unis, et le traitement colonial de la cité Martinique, eh bien, prendrait de l'eau selon la pensée des, comment dirais-je, des personnes qui sont chargées de contrôler le culte en Martinique. Donc, c'est pour cette raison, il y a une raison d'État, et cette conception ministérielle du culte préfère que, comment dirais-je, envoyer au calendrier le développement de l'islam pour accentuer la corruption et l'assimilation de la population que l'islam ne voit jamais le jour dans la population. Donc c'est un projet qui est dirigé contre Dieu, contre les musulmans, et c'est pour ça, contre la religion, et c'est pour ça que je l'explique. Alors nous disions dans ce rapport, jusqu'à ce jour, en dépit des versements effectués par les organismes compétents de la Mecque, je disais depuis à l'époque, depuis 16 ou 17 ans, je rappelle que ce rapport a au moins plus de 10 ans. Nous pouvons constater que rien de ce qui était prévu dans le projet initial n'a été concrétisé. Jusqu'à maintenant, en 2018, l'intérieur de la mosquée n'est pas fini, bien que nous avons fait des interventions sur des télés privées, dans des journaux pour aiguillonner ceux qui avaient récupéré le projet pour qu'ils construisent la mosquée. Donc le projet qui a été prévu, le projet initial n'a pas été concrétisé. Nous pouvons dire, en revanche, cette communauté a retardé le développement de l'islam en Martinique. Et c'est cela qui correspond au vœu du système colonial. Retarder le développement de l'islam en Martinique par des forces d'inertie représentées par ces commerçants syriens que, pour ne pas les nommer, j'appelle les 2 familles. Donc, quand je vais parler des 2 familles, vous saurez de quoi il s'agit. C'est-à-dire, cela a été fait retarder le développement de l'islam, d'une part en faisant croire que c'est le centre culturel islamique de Fort-de-France qui s'impose comme le seul garant passage obligé de l'islam en Martinique. Donc c'est
une imposition jurisprudentielle. D'autre part, en raison de la marginalisation et de discréditation de tous les musulmans convertis qui sont indépendants, qui ne sont pas sur la férule de ces manœuvres de récupération distinctes de ce qu'ils appellent le centre culturel islamique et qui sont des musulmans indépendants qui sont censés agir comme moi, en Martinique où il n'y a pas beaucoup, en Guadeloupe, dans les Antilles-Guyane et en France pour l'avancement de la religion musulmane. Donc, manœuvre de discrédit. Les manœuvres de discrédit constituent à vouloir nous marginaliser par des fausses propagandes en disant soit que nous sommes des blacks musulmans ou soit que nous sommes des musulmans déviants, d'écoles qu'ils considèrent déviantes, sans les nommer. Bon. Donc, c'est ça le support de leur propagande et puis aussi des pressions pour essayer de chasser de la mosquée des musulmans qui viennent pour chercher la vérité et approfondir les choses. Alors, dans le rapport, nous parlons de l'action culturelle des musulmans conscients de cette religion souffrait-elle de cette manipulation dans la région des Antilles. Vous voyez? Nous disons dans ce rapport que le réel problème aux Antilles, c'est que nous avions demandé un imam lors du projet, mais qui ne correspond pas à notre demande parce que il veut instaurer une secte d'obédience jurisprudentielle lui appartenant uniquement, alors que l'islam a 4 écoles et il y a d'autres courants. Donc, il veut créer cet imam, une seule école de l'obédience. Il y a 4 écoles, mais il veut créer, il veut que la communauté musulmane soit l'apanage d'une seule école jurisprudentielle. Donc c'est pour ça que le noyau autour de lui, qui vient de l'Arabie Saoudite, fait son travail. Et donc, d'autre part, il a une autre casquette. Il a une autre casquette, une casquette mouride. Et de par les manipulations, parce que je rappelle que ce n'est pas un imam conventionnel, c'est quelqu'un qui était lié à l'ambassadeur saoudien comme conseiller et c'est un diplomate. Donc un diplomate, il a été envoyé pour des subtilités diplomatiques, intrigues, etc., etc., relations avec le système, etc., etc. Et donc, cette situation a écarté les possibilités d'autres musulmans sunnites d'obédience malékite, chafiite, hanafite, d'émerger de manière à transformer la situation compte tenu des démarches et interventions qui ont été rappelées en vain à l'imam. Il n'a pas fait d'ouverture parce que j'ai des lettres de Chérif Ndiaye que je vais donner, que je vais présenter pour montrer que Chérif Ndiaye, avant son décès, a envoyé plusieurs lettres à cet imam pour lui dire que la religion musulmane n'est pas une secte, mais c'est une secte ouverte à tous les musulmans et qui comprend les différentes écoles jurisprudentielles. Mais il n'a pas obtempéré parce qu'il croit à son pouvoir mystique, son pouvoir occulte, je veux dire, de domination, et il est en relation avec ses pairs là-bas pour nous dominer en Martinique. Sans le nommer. Donc, pour nous, il serait plutôt judicieux d'envisager la reconstruction de la communauté musulmane en Martinique par rapport à une population de 400 000 habitants. Parce que les convertis musulmans autochtones martiniquais sont groupusculaires. Si on se base aussi sur les Syro-Libanais, dont les composantes familiales indifférenciées seraient de 600, ils disent 600, mais je pense un peu moins ou peut-être plus. Bref, donc il faudrait restructurer, à notre avis, une restructuration de la communauté musulmane, pas par rapport
aux stratégies des Syro-Libanais qui sont venus en 1930, qui sont sur un dictat, un veto, et qui ont un pacte, on peut dire, avec le système, et qui sont éloignés de la population. Donc, il faudrait, à notre avis, et dans ce rapport, nous disions, une restructuration de la communauté musulmane en s'engageant à communiquer le message de liberté spirituelle de conscience à la population de 400 000 habitants. Donc, c'est ce que Malcolm X a fait. Et nous travaillons sur la même structuration, parce que Malcolm X, il avait structuré une activité par rapport à la science politique de la liberté de tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, musulmans, autres, indifférenciés. Mais il avait créé un centre islamique de conscientisation pour les musulmans, pour restructurer, rediriger la structuration de l'islam au sein de la population des Africains américains. Donc c'est ce que nous avions préconisé de faire, de réorienter la restructuration de la communauté musulmane en comptant sur une information, un travail qu'on appelle dawa au niveau de la population, 400 000 habitants, comme nous l'avons préconisé, comme le préconisait notre première mosquée que nous avions faite, qui s'appelait la mosquée de Jamaat el-Muslimin, qui porte le même nom que les musulmans trinidadiens. Mosquées qui les membres sont dispersés, ils ont été victimes de répression, ils pratiquent la prière chez eux parce qu'ils sont victimes de répression policière, de toutes sortes de tracasseries, parce que le système colonial veut donner priorité aux représentants du traitement colonial de la religion musulmane, comme il donne priorité aux représentants du traitement colonial de la religion chrétienne, des religions judéo-chrétiennes, adventistes, témoins de Jéhovah et tout, qui sont garantes de, comment dirais-je, d'accepter tous les abus du système, de convenir aux abus du système. Donc nos frères se sont dispersés, ils ne vont plus, ils sont réprimés, donc ils ont arrêté. Ils font la prière chez eux et en définitive, il y a une possibilité dans un avenir à moyen terme qu'ils se regroupent pour restructurer la propagande de ce que nous appelons l'organisation de propagande des frères des îles dans la population au niveau des Antilles. Et nous avons des frères dans d'autres îles de la Caraïbe d'expression française qui sont là aussi pour ce travail. Et avoir des relations avec les différentes autres organisations musulmanes de France qui comprennent nos problématiques. Parce qu'en France, les musulmans sont venus, donc c'est très important d'expliquer cette réalité et que les musulmans en France, en Europe, n'ont pas compris ça. Les musulmans étrangers qui viennent de l'immigration, ils viennent de différentes périodes. Depuis avant la guerre, après la guerre, aujourd'hui, ils viennent pour s'intégrer dans la société française. Avoir une carte de séjour, avoir une nationalité, avoir un regroupement familial et avoir les mêmes droits que les Français. Mais nous, les musulmans caribéens, nous voulons éviter le piège de la manipulation colonialiste comme les colons ont fait en Algérie avec les Harkis. Je rappelle que les colons en Algérie ont manipulé certains musulmans pour leur faire comprendre qu'il faut être contre leur pays, contre leur peuple et prendre les armes pour lutter, et cela a fabriqué les Harkis en Algérie. Mais le système colonial veut tendre le piège, le même piège des Harkis algériens aux musulmans en Guadeloupe et en Guyane pour leur faire comprendre que c'est interdit, c'est haram d'être pour leur patrie, pour leur pays, pour leur nation et de
prendre conscience et de lutter, de se mobiliser dans les mêmes revendications que leur peuple. Donc les musulmans en France ne sont pas venus pour contrôler la France. La France est un pays indépendant, le général de Gaulle a libéré la France du nazisme. Les musulmans qui viennent, même quand je vais en France, je ne vais pas pour commander la France, je viens pour me soumettre à la loi française, en tant que citoyen français, en tant que musulman. Mais quand je suis musulman aux Antilles, je travaille avec mon peuple pour libérer le pays, pour que le pays soit comme la Jamaïque, la Dominique, les autres îles, Trinidad, qui a un gouvernement. Donc, nous n'avons pas le même programme que les musulmans qui vivent en France. Aucun musulman qui vit en France ne vient pour prendre le pouvoir en France. Mais lorsque nous sommes musulmans, chrétiens, ou athées, machin, nous travaillons pour que il y ait en Martinique un État. Parce que vous avez des Martiniquais qui disent que l'État martiniquais est une exigence politique éminente. Donc nous sommes d'accord en tant que musulmans avec les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais, les Kanaks qui disent que l'État, leur État, est une exigence politique imminente. C'est pour cela que nous n'avons pas le même maillot, nous n'avons pas le même programme que les musulmans convertis qui veulent aider la colonisation à opprimer le peuple ou rester indifférent. Parce que qui ne dit rien consent. Donc voilà notre différence et il est très important que les musulmans tunisiens, marocains, algériens, africains qui sont en France comprennent cette différence. Le programme du musulman martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais n'est pas le même que le programme des musulmans en France. Les musulmans en France ne sont pas venus pour prendre le pouvoir en France, tandis que la population martiniquaise, les patriotes, les vrais patriotes, il y a un mouvement qui, depuis l'abolition de l'esclavage, travaille pour un État martiniquais et vous avez un livre qui parle de l'État martiniquais est une exigence imminente. Donc nous, en tant que musulmans, nous ne sommes pas des musulmans partisans de la colonisation et de la domination et de l'exploitation de notre. Voilà la différence. Pour travailler avec nous, il faut que les musulmans français et européens comprennent cela. Sinon, ils vont nous faire une fausse route. Et actuellement, le problème qui existe dans la réalité martiniquaise, c'est que les musulmans, en fait, sont avec le pouvoir colonial. Donc, ils sont manipulés par des personnes qui sont payées en fonction de l'influence qu'ils peuvent exercer sur les natifs natals martiniquais devenus musulmans pour les aligner sur les plans de l'exploitation et de la colonisation française, alors qu'ils ont déjà une nationalité, soit d'Afrique ou du Maghreb, ils viennent pour chercher une autre nationalité et ils nous disent de rester gentils, c'est bien de rester français. Donc c'est une grande injustice par rapport à la raison de l'islam que nous n'acceptons pas et c'est pour ça que le gouvernement est contre nous. Et que nous disons que nous n'avons pas le même maillot que le gouvernement, nous ne travaillons pas dans le même camp, le gouvernement est là pour dominer notre pays et nous sommes là pour travailler pour la libération de l'esclavage colonial. Donc, c'est très clair et que nous, en tant que, comment dirais-je, par rapport à la mission, par rapport à ma teskria, c'est-à-dire mon autorisation, j'ai les compétences de par la teskria, l'autorisation de la pensée islamique, de réfléchir, parce que le rôle du musulman, c'est de réfléchir, parce que l'islam nous donne des outils, le Coran, la Sunna, la Sirat du prophète nous donne des outils pour résoudre les problèmes qu'on soit en Chine, qu'on soit sur Mars, qu'on soit en Australie, qu'on soit à la Martinique, qu'on soit à Guadeloupe, qu'on soit en Amérique du Sud, ou qu'on soit. Donc, nous avons les outils. Et donc, à travers la pensée musulmane, nous faisons un travail pour que l'islam ne soit pas, pour que les musulmans ne soient pas contre leur propre peuple. Et voilà la différence entre nous et les objectifs des institutions coloniales en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, il y a des patriotes qui ont compris cela, mais il y a des patriotes qui
en fait, œuvrent contre les intérêts du peuple martiniquais qui se disent patriotes, qui font la division pour diviser les gens d'après leur... Et donc, nous sommes dans un combat global où nous sommes obligés d'avoir une alliance avec les musulmans d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Donc, il faut comprendre cela. C'est ce que je fais par rapport à mon commentaire. Donc, je vais terminer cette intervention pour montrer nos bonnes intentions. Qu'est-ce que nous voulons faire tel que nous l'avons programmé dans le début de notre... Alors, je lis. Objectif de l'action musulmane à la Martinique et notre approche socio-historique. Notre objectif s'agit de s'adresser à l'homme en général et à la communauté musulmane de la Martinique et se projeter dans une perspective d'animation musulmane globale au secteur géographique des Antilles-Guyane. Premier point, l'universalité de la religion musulmane nous l'autorise. La mission du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s'adresse à toute l'humanité. Le Coran, livre de la religion musulmane révélé par Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel Jibril, est venu s'adresser à tout l'univers. La communauté islamique dans ses composantes, sa diversité de peuples, de nations et de civilisations, près de 2 milliards d'êtres humains représentent des facteurs d'alliance et d'intérêt auxquels aucun pays ne peut négliger, y compris la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. L'islam est notre ami et notre allié. Donc, le point de nos objectifs pour répondre aux exigences de l'information. Pour nous, la croyance est un équivalent du savoir. Croire et savoir ne sont pas contraires à la raison, contrairement au matérialisme athée. Cette base demeure un atout sérieux pour atteindre par la connaissance le grand public, l'élite intellectuelle et les autres couches de la société. Les structures et infrastructures culturelles et cultuelles sont des creusets d'édification pour se familiariser avec toutes les sciences islamiques et s'approprier de tous les vecteurs s'y rattachant de son propre gré. Le Coran déclare, je cite, Sourate 2, verset 256, pas de contrainte en matière de religion, la voie de la raison se distingue de l'erreur. La ikrafidin. Pas de contrainte en matière de religion. La révélation coranique et les traditions prophétiques nous ont donné en héritage pour la vraie connaissance 2 livres qui écartent de l'errance et de l'erreur, le Saint-Coran, parole incréée d'Allah, de Dieu, et la Sunna, les traditions du Saint-Prophète, paix sur lui. Ces fondamentaux constituent la voie tracée pour qui veut prendre le chemin de Dieu et du bien. Il indique à qui Dieu veut les devoirs envers son Seigneur et dans tous les domaines, c'est un appel en langue arabe. Et actuellement, le Coran est diffusé par les musulmans européens du premier chapitre au dernier en langue française, anglaise, espagnole, portugaise, allemande, etc. Dieu a donné l'ordre de faire parvenir ce message également à la portée de toutes les langues humaines utilisées sur la terre et d'enseigner avec facilité. La langue originelle des peuples créoles, en l'occurrence, sera un véhicule naturel de ce message. D'ailleurs, je m'exprime dans une philosophie que ce soit dans le domaine de CSIA, la science politique ou le domaine théologique, dans un langage que les miens, mes compatriotes, peuvent comprendre. L'enseignement du message consiste en tout ce que réclame le Seigneur et ce qu'a dit son envoyé, que le monde puisse être averti et soit sauvé du feu ou du plus grand châtiment que l'on ait jamais connu. Il n'exclut pas l'islam, le Coran, l'islam n'exclut pas les préoccupations culturelles et les intérêts de l'homme de cette région.
intérêt qui se manifeste également par la recherche, l'organisation des séminaires, colloques et conférences. Nous devrions nous efforcer de sortir des schémas réducteurs de la relation existante entre le spirituel et le temporel pour restituer à l'humain sa polyvalence en islam, à s'élever dans la spiritualité sans renoncer aux responsabilités, aux acquisitions vitales dans le domaine du monde, dans le domaine matériel. Bien plus, l'islam est une dynamique de liberté positive, porteur de valeurs morales, de responsabilité, permettant un niveau de dépassement humain et est capable d'une nation contrairement au carcan et au joug de l'inhumanité imposée par rapport aux théories doctrinicides imposées. Partant, l'islam rapproche et unit, il écarte les préjugés qui séparent et qui divisent les gens d'après leur race, d'après leur nation, d'après le nationalisme, d'après leur pays. Dans une perspective de clarification à travers la culture en matière de religion. Dans nos sociétés, les religions non judéo-chrétiennes ont été écartées dès l'arrivée aux Antilles des ancêtres africains. Il faut effectuer des recherches de manière à faire remonter aux populations d'afro-descendants les sources de l'islam, qui est la religion de la majorité des populations africaines d'aujourd'hui, des populations noires et blanches. Un point d'histoire concernant les liens séculaires des musulmans avec l'Amérique et les Caraïbes nous l'autorise également. Être musulman antillais ou américain est aussi au sens figuré un héritage ancestral, entre guillemets, comme l'héritage de tout homme avec un grand H depuis Adam, le premier prophète avant Jésus, Moïse et les autres. Véritablement, l'islam est la liberté de se soumettre à Dieu. On ne peut faire obstacle à l'humain en cette croyance. Ceci constitue un patrimoine et un héritage des ressortissants de l'Afrique issus de ces peuplements. Ils peuvent accéder au retour aux sources et racines spirituelles comme ils le désirent, quel que soit le degré atteint par l'assimilation de masse à l'époque moderne de la domination coloniale. On peut s'interroger sur les raisons qui ont amené l'anthropologue sénégalais musulman à évoquer une parenté métaphysique entre les religions africaines et l'islam, bien que ce soit controversé au nom de l'orthodoxie musulmane comme un syncrétisme de mauvais aloi par la doctrine. Aux Antilles-Guyane, consciemment ou non, la tradition et la pensée populaire qui sont admises par l'écrasante majorité vont nous rapprocher incontestablement des origines des concepts spirituels musulmans africains. Il n'y a pas vraiment de grande différence en ce qui concerne les origines de la vie et de la terre nourricière. Maman nous la terre, en langue créole. Il en est de même de la connaissance de l'existence de l'agent moteur, Allah, qui signifie Dieu, bon Dieu, en langue créole. Lui, Dieu, est révéré partout, connu pour être celui qui est à l'origine de la création de cette terre, de l'univers, de l'homme, de son environnement, visible, naturel, invisible, surnaturel. Contrairement au contexte mythique, le monothéisme ou l'islam met en accord la révélation divine, la raison juste et la science. Le Coran fait l'éloge de la science qui a une dictée surnaturelle selon le professeur Maurice Bouquet, professeur français dans son livre La Bible, le Coran et la science aux éditions Segers. Ce chercheur, professeur chirurgien, a fait une étude comparée des Saintes Écritures par rapport à la science moderne. Le Coran, dit-il, contient des données scientifiques et océanographiques
en accord avec la science moderne, je cite, et en avance sur son temps. Ce livre et ce qu'il contient ne peuvent être une œuvre humaine ni de Bédouin Mohammed du désert d'Arabie en l'an 622 de l'ère chrétienne à l'époque du roi Dagobert. D'autres érudits écrivent avec éloge sur le prophète de l'islam comme Lamartine. Selon d'autres sources, les philosophes des Lumières de Montesquieu se sont inspirés pour leur initiation aux lois et à l'esprit des lois. Enfin, un Nord-Africain, Kadi et érudit musulman Ibn Khaldun, appelé le père de la sociologie, 1332-1406, est l'auteur d'écrits encyclopédiques. Il est présenté par les biographes occidentaux dont Vincent Montaigne, traducteur de son livre La Muqaddima, c'est-à-dire Discours sur l'histoire universelle. Cet Africain musulman qu'est Ibn Khaldun, tunisien, est-il un moderne du XIVe siècle, pré-darwinien pour l'amorce de l'évolutionnisme et pré-marxien pour la théorie qui présente la valeur ajoutée. Donc vous voyez que ce livre, c'est un livre important qui devrait non seulement renseigner les nouveaux musulmans pour se distancier des manipulations de ceux qui sont convertis dans le cadre des manipulations qui sont révélées par l'histoire dans ce livre et qui veulent restructurer la communauté musulmane sur la base d'une pensée musulmane indépendante avec tous les savants, quelle que soit leur école, malékite, hanafite, etc., pour créer les conditions d'unité et de division, d'unité contre la division. C'est pour cela que nous faisons un appel aux musulmans caribéens, martiniquais, guadeloupéens, mais nous faisons un appel aux musulmans de France, algériens, tunisiens, marocains, maliens, etc. Vous devez nous écouter par rapport à l'intérêt du regroupement des musulmans pour qu'ils travaillent pour le renouvellement de l'islam dans leur pays. Et par conséquent, si vous avez avec vous des musulmans, ne les captez pas pour dire que ce musulman-là, il dira, celui qui est algérien dira, il ne faut pas suivre le musulman marocain. Celui qui est marocain dira, il ne faut pas suivre le musulman tunisien. Celui qui est tunisien dira, il ne faut pas suivre le musulman malien. Celui qui est malien dira, ne pas suivre le musulman sénégalais. C'est une façon encore de s'approprier, parce que chacun veut ses musulmans anti-alus, alors que nous avons un travail à faire, parce que nos populations, notre pays est dans l'ignorance, et nous devons nous unir et nous organiser. Nous ne pouvons pas perdre notre temps par aucun accaparement. Donc, c'était l'intervention. Cette intervention prendra le nom de l'âme de l'islam au cœur des Antilles. Ce sera une intervention hebdomadaire le vendredi, en rappelant que je suis écrivain musulman et donc des fondations et structures des projets pour la mosquée en Martinique, eh bien, nous l'avons fait et cela a été récupéré et particulièrement, je suis indépendant en matière de pensée, centre islamologique de recherche et de la pensée islamique, de la pensée caribéenne. Je suis donc accrédité par le centre Adi Touré de Dakar et de El Hadj Feu Cheikh Touré, j'ai reçu une teskria, c'est-à-dire j'ai reçu une autorisation du centre du rite malékite pour comment dirais-je, la diffusion de la pensée musulmane et j'ai été aussi collaborateur en tant qu'écrivain à la revue Études islamiques en Afrique, en France, que nous avons diffusé en Afrique, en France et aux Antilles, et que par conséquent nous travaillons pour l'union des musulmans et arrêter les conflits jurisprudentiels, c'est-à-dire les conflits des écoles. Tous les musulmans doivent être unis derrière le prophète Mohammed et sous la lumière et l'ombre du Coran et de la Sunna. Donc voilà, les musulmans ne doivent pas se diviser, parce que s'ils sont divisés, ils nous divisent. Et nous voulons nous reconstruire. Voilà le message de votre frère, écrivain musulman, et j'ai décidé que cette intervention se fera, Inch'Allah, le vendredi,
Et nous vous demandons de faire dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim wala dalin. Amin. Radito billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin namiyan wa asulan wa bil qawani akman adlan. Salam alaikum. À la prochaine vidéo.